Nous sommes le dimanche 26 janvier. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Tout de suite, voici les informations que nous allons développer ce soir. Une messe en hommage aux lépreux polynésiens ou anciens lépreux. C'est une tradition du dernier dimanche de janvier dans la chapelle Saint-Lazare de Orofara, un lieu symbolique pour un village marqué par l'histoire de la lèpre au Fénois. La mise au point du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, concernant, je cite, les opérations d'ingérence et de déstabilisation de l'Azerbaïdjan dans les territoires ultramarins. L'intégrité de la France est selon lui attaquée. On va en parler avec notre invité Moetai Broderson, le président du pays, qui est revenu jeudi de sa tournée européenne. Après 2 années d'attente et de refus, les carbasses de la Fédération de car audio de Polynésie ont enfin pu faire monter le son à Motouta. Mais avant de se réunir, il fallait d'abord se soumettre à une fouille pour éviter les produits illicites et donc les débordements. Dans ce journal, nous revivrons les moments forts de l'élection de Mister France 2025 et notamment le discours de Carl Shengtan, le Mister Tahiti, qui a décroché l'écharpe du 2e dauphin. Il y a 24 ans, c'était aussi le serpent qui était fêté par toute la communauté chinoise, mais le serpent d'or. Retour sur les prédictions de l'époque dans notre Fénois d'avant. Merci d'être avec nous. Il y a un peu plus d'1 siècle, ils étaient près de 150 lépreux à vivre dans le village de Orofara. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 4 et comme chaque dernier dimanche de janvier, une messe a été célébrée pour eux. James O et Hubert Liao se sont rendus à ce culte pas comme les autres en ce week-end mondial des malades de la lèpre. Dans la vallée d'Orofara à Mahina, la petite chapelle de Saint-Lazare accueille un invité de marque en la personne de l'archevêque Jean-Pierre Cotenso. Un honneur pour les 4 derniers Matahiapo atteints de la maladie de la lèpre. Ça me touche le cœur pour les gens qui viennent nous voir, nous participer. Ça touche le cœur, quoi. Vous avez Monseigneur? Oui, Monseigneur, pour la première fois qu'ils viennent ici chez nous. Moi, je me souviens de pères que j'ai connus de la congrégation des Pères des Sacrés-Cœurs qui travaillaient à Orofara et qui gardaient dans leur cœur le souvenir de cette communauté particulière, mais pour laquelle ils éprouvaient beaucoup d'amour et de compréhension et d'attention pour les aider. Comme à l'accoutumée, chaque dernier dimanche du mois de janvier, le village d'Orofara est mis à l'honneur. Une manière de ne pas oublier que c'est ici, en 1914, que l'administration coloniale a installé l'asile des lépreux de la Polynésie française. Quand on m'a demandé de venir ici à Orofara, je ne voulais pas. Et comme dans ma vie, dans ma famille, mes parents, ils ne sont pas, comment on appelle, ils ont peur de moi, de ma maladie, en disant que je suis contagieuse. Alors on me met de côté. Alors quand le docteur m'a demandé de venir à Orofara, il m'a dit que Orofara a changé, les malades peuvent sortir. Aujourd'hui, si la léproserie de Orofara n'existe plus, la maladie, elle, n'a pas totalement été éradiquée. Et on en parlait hier soir, il y a moins d'une dizaine de patients lépreux sous traitement actuellement au Fénois. Un accident de voiture cette nuit à Papen'o. Un homme d'une 40aine d'années a fait une sortie de route au volant de son pick-up. Le véhicule a fait une chute de 4 mètres, heureusement sans graves conséquences physiques pour son occupant. La gendarmerie et les pompiers sont rapidement intervenus après avoir été alertés par les riverains. Le conducteur avait consommé de l'alcool. Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, a dénoncé les opérations d'ingérence et de déstabilisation de l'Azerbaïdjan dans les territoires ultramarins. L'intégrité de la France est selon lui attaquée. Dans un entretien publié par le quotidien Ouest France, il estime que ces tentatives de déstabilisation méritent une condamnation unanime de tous. Des députés français et des politiciens ultramarins approuvent totalement. Les détails avec Nicolas Suire. Je veux dénoncer fermement les opérations d'ingérence et de déstabilisation de l'Azerbaïdjan dans nos territoires d'outre-mer. Elles méritent une condamnation unanime de tous. Une déclaration de Manuel Valls, ministre des Outre-mer, dans un entretien accordé au quotidien Ouest France. Des députés français de tous bords politiques ont appuyé ces propos.
Les loyalistes de Nouvelle-Calédonie, eux aussi, se sont prononcés. C'est une insulte à la France, une insulte aux Calédoniens et il faut que l'État agisse, il faut arrêter de condamner, il faut agir. Maintenant, on ne peut pas se laisser insulter par un régime dictatorial comme celui-là. L'Azerbaïdjan, c'est un des pays les plus mauvais en termes de démocratie. Ils n'ont pas à venir nous donner des leçons en Nouvelle-Calédonie. Les autonomistes de Polynésie se disent heureux de toutes ces réactions. Ils attendaient ces prises de position depuis des mois. L'Azerbaïdjan soutient les partis indépendantistes français ultramarins en raison de son conflit frontalier avec l'Arménie, pays soutenu par la France. Contrairement là aussi à ce que l'Azerbaïdjan véhicule comme information et relayé par les partis indépendantistes, on n'est pas les esclaves de la France. Je pense que chacun se rend compte effectivement qu'on a un partenariat solide avec la France qui est précieux. On a la chance d'avoir des dotations financières qui sont importantes. Un front international de décolonisation a réuni plusieurs représentants de mouvements indépendantistes jeudi et vendredi en Nouvelle-Calédonie. Un événement relayé sur les réseaux sociaux par le Baku Initiative Group, organisation promue par l'État azerbaïdjanais. Bonsoir Moïté Broderson. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. On vient de l'entendre, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, accuse l'Azerbaïdjan de mener des opérations de déstabilisation en soutenant donc les mouvements indépendantistes français. Le Tavini Huiratira a pris part à ce groupe d'initiative de Bakou. Est-ce que vous en avez parlé de ça avec le ministre Valls dans son bureau quand vous l'avez rencontré? Bien sûr, mais d'abord rappeler tout de même que les PAPA entre la France et l'Azerbaïdjan ne sont pas à l'origine causés par les collectivités d'outre-mer. C'est bien le conflit dans le Haut-Karabakh et les relations autour de l'Arménie qui sont la cause de cette tension diplomatique avec la réponse du berger à la bergère, puisqu'à l'époque, c'était l'Azerbaïdjan qui accusait la France d'ingérence dans ses affaires internes. Ça, il faut quand même le rappeler. Mais est-ce que le Tavini n'est pas instrumentalisé, finalement Il faudra poser la question aux dirigeants du Tavini. Moi, je suis adhérent du Tavini. Je n'ai jamais visité l'Azerbaïdjan. C'est certainement un très beau pays. J'en ai parlé avec Manuel Valls. Mon message, il est simple, il est clair. C'est le même depuis le début de mon mandat. C'est de dire il faut ouvrir les discussions aux Nations Unies, multilatérales, avec autour de la table la France, les partis indépendantistes, les partis autonomistes. C'est le meilleur moyen, finalement, d'éviter ce genre de manœuvre. Et qu'est-ce qu'en pense le Tavini Huiratira de cette déclaration de Manuel Valls? Là encore, il faudra poser la question. Vous êtes membre du Tavini, vous en parlez moi, en tant que membre du Tavini, ça ne m'étonne pas que le ministre des Outre-mer réagisse comme ça. Ça ne m'étonne pas du tout. Et comment on peut travailler dans ces conditions quand on sait que l'État avec qui on discute est fâché indirectement avec vos positions politiques? Je pense qu'on travaille très bien avec l'État depuis le début de ce mandat. Il n'y a pas de raison que ça change. Il faut séparer ce qui relève du combat pour l'autodétermination et pour la souveraineté, ce qui est propre donc, au Tavini Huiratira, de ce qui est de la gestion des affaires du pays. Voilà. Pour vous, on laisse comme ça? C'est pas qu'on laisse comme ça, il faut justement que l'État mette en place ces discussions aux Nations Unies. C'est ce que j'ai demandé depuis le début, c'est ce que j'ai redemandé à Jean-Noël Barrot et à Manuel Valls et au Premier ministre. Le plus tôt ça se fera, le moins on entendra parler de l'Azerbaïdjan. Donc c'est normal que le Tavini travaille avec l'Azerbaïdjan. Vous avez évoqué le contrat de développement et de transition des communes lors de votre visite avec Manuel Valls. Vous attendez confirmation des crédits, mais pour la Polynésie, il faudrait combien? On parle de combien? C'est pas dans ce sens-là que la question se pose. Nous avons signé un contrat, d'ailleurs. Contrat, c'est un mot qui a, je pense, une importance en français. C'est des engagements. Voilà, un contrat entre l'État et le pays. Donc, le premier volet, c'est sur les communes, et le second volet, c'est sur les opérations du pays, dont une grande partie sont fléchées vers les investissements à réaliser pour les Jeux du Pacifique. C'est important. Donc, nous avons eu la mauvaise surprise en décembre d'apprendre 3 jours avant les arbitrages que l'État avait divisé par plus de 2 sa contribution au CDT des communes. Les motifs invoqués n'étaient pas vraiment clairs. Je crois qu'ici, le commissariat n'avait pas non plus toutes les informations. C'est le résultat de l'instabilité à Paris. C'est pour ça que j'ai voulu faire le point avec les ministres pour leur dire, écoutez, voilà ce qui s'est passé.
Est-ce que ces sommes sont perdues à jamais? Est-ce qu'elles vont revenir? Si oui, est-ce qu'elles vont revenir dans leur intégralité? On a besoin d'avoir ces confirmations. Les Tavanins ont besoin d'avoir ces confirmations parce que les arbitrages qui seront rendus cette année en 2025 ne seront pas les mêmes suivant les nouvelles. C'est la même question pour le CDT pays puisque la tenue des Jeux du Pacifique est conditionnée par ces investissements. Si on ne peut pas les faire, à un moment donné, il faudra que l'État assume le fait que les Jeux du Pacifique ne se tiendront pas à Tahiti. Justement, en parlant des Jeux du Pacifique, les travaux sont déjà en retard. Cet argent est donc essentiel, hein, si on comprend bien, sinon les Jeux ne pourraient pas avoir lieu. Les travaux ne sont pas en retard, ils ne sont pas en avance. Ils n'ont pas commencé, tout simplement. Non, ils ont commencé. Il y a, quand vous faites des travaux, il faut d'abord faire des études, il faut faire des appels d'offres. Tout ça, c'est lancé. Donc, pour l'instant, on est dans les temps et on est dans les clous. Maintenant, effectivement, si les sommes qui sont attendues autour de cet instrument financier qui est le contrat de développement pour la partie pays, si ces sommes sont rabotées ou si elles n'arrivent pas dans ce qui était prévu par le contrat, bien oui, nous serons en difficulté. Alors, à ce moment-là, le pays devra évaluer les choses et peut-être prendre la décision finalement de renoncer à l'organisation des Jeux. Je crois que diplomatiquement, pour la France, ce serait quelque chose de très dommageable. Et de très mal vu aussi pour la Polynésie dans le Pacifique. Oui. Moïté Broderson, vos relations avec la FRAP, on l'a vu cette semaine, le Conseil supérieur de la fonction publique a voté pour l'augmentation du point d'indice des catégories D, au moins 5 points, mais ça ne satisfait pas la FRAP, qui a toujours d'ailleurs le préavis de grève en cours. Est-ce que vous avez des contacts avec eux ou est-ce que vous trouvez qu'ils prennent en otage les négociations? Depuis mon retour, je n'ai pas été sollicité par la FRAP. Je pense qu'ils attendent la décision qui sera prise au Conseil des ministres de Nukuhiva pour se rappeler à notre bon souvenir. On verra à ce moment-là. Moi, ma porte est toujours ouverte aux gens de bonne volonté et respectueux. Une question sur le sucre. Depuis le 1er janvier, les prix des produits sucrés ont augmenté. C'est le résultat donc de cette augmentation de TVA. Qu'est-ce que vous dites aux familles qui nous regardent ce soir, modestes, pour ne pas dire pauvres, qui continuent d'acheter des produits sucrés et qui du coup payent plus cher et donc dépensent plus d'argent? Je pense qu'il y a un changement de comportement qui est non seulement nécessaire, mais qui est indispensable. Tout ce surcroît de sucre que nous avons dans notre alimentation se paye en dizaines de milliards dans la facture d'assurance maladie que nous payons tous au final. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut un peuple polynésien malade dans son intégralité? Il est déjà malade aujourd'hui. Les chiffres des carnets rouges sont là pour nous le rappeler. Le montant des maladies liées à la trop forte consommation de produits sucrés sont là pour nous le rappeler, c'est en dizaines de milliards. Donc il faut changer son comportement. Est-ce qu'augmenter les prix, c'est la seule solution? Parce qu'en parallèle, est-ce que les politiques publiques sont adaptées? Ce n'est pas la seule solution. Il faut faire plus d'éducation à la santé, d'éducation alimentaire. C'est un des volets du programme des Fareora que nous continuons à développer. Il va y avoir cette année, d'ici la fin de l'année, 200 Tauamito, donc on va dire des formateurs à l'alimentation qui vont être déployés dans les quartiers pour là aussi faire de l'éducation alimentaire. Il faut travailler sur tous les volets. Plus de proximité donc dans le service public. On va revenir avec vous, Moïté Broderson, après ce sujet, car les Carbas attendent cela depuis 2 ans. La Fédération de Car Audio de Polynésie a enfin pu se réunir et faire monter les décibels à Motouta. Les enceintes ont frissonné aujourd'hui, mais avant cela, tous les usagers ont dû se faire fouiller par la police et le chien antidrogue. Ismaël Tahiata et Mirko Vanfo. Des vibrations que même le pare-brise a du mal à contenir. On imagine l'impact de la pression acoustique sur les tympans. Les initiés, eux, ne sentent presque rien. Non, ça va. Comment c'est les haut-parleurs j'ai trouvé dans les décharges? Réparer un peu, tester, hein? C'est la curiosité. Hein? Après, fil en aiguille, on devait passionner. Hein? Le fait d'être curieux et touché. Hein? Il n'avait plus foulé la grande ligne droite de Motouta depuis avril 2023.
Un retour au bercail qui s'est fait sous certaines conditions. Les conseils au nom de la fédération, l'alcool et la drogue, c'est le premier atout à respecter qui est interdit au sein de Fariouti. Donc nous avons la chance d'être accompagnés par la DTPN avec les chiens qui font la tournée des voitures pour vérifier si vraiment ils respectent le règlement et qu'il n'y ait pas de drogue et d'alcool. Non, c'était juste pour jouer de la musique. Hein. Après, je ne pense pas que tout le monde va amener de la drogue dans leur voiture. Hein. Mais bon, s'ils veulent avoir plus de sécurité, faites votre boulot, hein, voilà. Les chefs d'orchestre sont nombreux aujourd'hui, mais ici, c'est chacun son tour. Une occasion qu'ils n'auraient ratée pour rien au monde. C'est ma passion, hein? C'est un rêve de venir jouer ici à Tahiti. Hein? Tout le monde veut mettre la musique, hein? Profiter du petit laps de temps qu'on a. Hein? C'est rare, on peut aussi mettre à fond nos musiques comme ça, sans être obligé de suivre la police. Hein? C'est bien maintenant dans les quartiers, j'entends moins. Je ne sais pas dans les autres quartiers, mais là où j'habite maintenant, on entend moins maintenant la basse. Les gens ne font plus comme avant, quoi. Les cars audio ont lâché les décibels. Ils étaient près d'une 50aine de cars basses et près de 400 fidèles spectateurs et DJ. Et lors des fouilles, 2 véhicules ont été arrêtés pour possession de cannabis, mais en infime quantité. Moté Broderson, les cars basses autorisés exceptionnellement à se réunir à Motouta, est-ce qu'on va pérenniser cela? Je pense qu'il vaut mieux, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu cet après-midi, je préfère les voir là dans un cadre. Il n'y avait pas d'alcool, pas de drogue, pas d'enfants, pas de femmes enceintes. Tout ça c'est, je crois, voilà, ça c'est de bon aloi. Je préfère les voir là qu'en bord de route la nuit. Au petit matin à Nive. Je pense que c'est préférable. Donc nous avons décidé effectivement sur cette année de faire un test. On va... je crois qu'il y a 8 dates qui sont prévues, 4 sur Motouta, 4 sur Atimaoulou en bord de mer, en alternance, pour pas que les choses se déroulent tout le temps au même endroit. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est une fédération bien organisée. Il y avait des responsables de secteurs. Tout s'est très bien passé. Moté Broderson, parlons de l'ice, car l'année dernière, le pays a lancé une vaste enquête sur la consommation et le trafic d'ice en Polynésie. Les résultats sont connus, ils ont été présentés. Qu'est-ce qu'il y a de plus marquant dans cette enquête? Ce qui est marquant et inquiétant, c'est, je dirais, la diffusion de l'ice dans notre société. De voir que finalement, on le trouve partout. Ce qui était à une époque une drogue de la jet set pour certaines soirées, aujourd'hui se retrouve dans tous les milieux, avec une forte incidence en termes de délinquance, puisque dès lors qu'on tombe dans l'ice, on perd tout discernement, tout respect pour son cercle familial, et on commence à finalement... plus rien ne compte que d'obtenir sa dose d'ice. On a des chiffres concrets. On a des chiffres, on ne va pas non plus faire l'apologie de ces chiffres. On peut les avoir. On les diffusera en temps utile. Mais ce qui est important, c'est de se dire qu'autour de l'ice, il y a plusieurs volets. Il y a d'abord le volet prévention. Il faut qu'on fasse de la meilleure prévention autour de cette drogue. Ensuite, il y a la prise en charge, je dirais, des personnes qui tombent dans l'ice elles-mêmes. Mais aussi, il faut aider finalement les gens qui vivent autour, la famille, les amis, le conjoint, etc. Et puis, il y a, je crois, le volet judiciaire. Aujourd'hui, si vous interrogez l'homme de la rue, je crois que le sentiment général, c'est que les peines qui sont prononcées contre les dealers d'ice ne sont absolument pas assez sévères. En tout cas, alors, ce n'est pas une compétence du pays, il faut le rappeler, c'est une compétence de l'État. La fixation des quantums de peine, la justice est une compétence régalienne. En revanche, je pense que le pays, et nous allons le faire, peut exprimer un vœu dans ce sens-là, qui ensuite peut être relayé par l'Assemblée de Polynésie et par nos parlementaires. Est-ce que la situation est critique selon cette enquête? La situation est déjà préoccupante, elle peut devenir critique. Moté Broderson, dernière question sur les autonomistes qui ont célébré la victoire de Moirani Frebo aux dernières législatives. La question, on va l'orienter ainsi. Est-ce que vous travaillez avec les parlementaires autonomistes actuellement ou à l'avenir sur des dossiers
spécifiques. Il n'y a aucune raison de ne pas travailler avec les... Oui, mais est-ce que vous le faites vraiment? Oui, bien sûr, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Maintenant, cette union, encore une fois, c'est une union de circonstances. On les entend toujours dire, il faut s'unir pour les élections. Ce n'est pas pour le bien de la population, c'est pour les élections. Mais en tout cas, sur des dossiers spécifiques avec les parlementaires, Lana Tetuanui, Teva Rofic, Moirani Frebo, Nicole Sanker. Ça s'est vu lors de l'étude du PLF. Il y a des amendements qui avaient été, qui ont été les mêmes, qui ont été portés par tous les parlementaires. Il y a des amendements de Mereana qui ont été repris par les sénateurs. Enfin bon, ça se passe en bonne intelligence. Il n'y a pas de souci là-dessus. Dans le respect de chacun. Merci beaucoup, Moetei Broderson, président du pays. La première étape du Tahiti Open Tour 2025, le championnat de Polynésie, s'est déroulé ce week-end sur le spot de l'embouchure de la Papineau, dans des conditions très timides, vous le voyez. À noter les victoires d'Enrique Aritu en surf homme, de Marion Philippe chez les femmes. En bodyboard, Tahiri Tehei s'est imposé et en longboard, c'est Moana Domenech. Max Wasna, le président de la Fédération tahitienne de surf, se félicite surtout du nombre de compétiteurs, un regain de licenciés. On l'écoute au micro de James O et Hubert Liao. En surf open, on a eu pratiquement 45 inscrits. Après, il y a même des anciens qui viennent et même des surfeurs, free surfeurs comme Tikanui Smith. Kaoli, il hésitait de venir, mais bon, comme il est en plein repos, mais il aurait pu la faire aussi. Et on a pas mal de surfeurs qui, de bons noms de surf qui sont de retour au championnat. Parce qu'il faut savoir que cette étape est importante parce que la deuxième étape sera à Te Ahupo. Donc c'est une nouveauté cette année de Open local à Te Ahupo et après une à Papara. On vous en a parlé ce week-end de Carl Changtan, élu deuxième dauphin de Mister France 2025. Le Polynésien faisait partie des 29 prétendants et à ses côtés, il y avait 5 autres candidats ultramarins. Retour sur cette soirée riche en émotions avec Nathalie Sarfati et Thierry Hillersin. Ils étaient 29, venus de toute la France, dont 6 des Outre-mer, pour gagner l'écharpe du plus bel homme de France. Ils se sont surpassés en costume ou en maillot de bain. Un spectacle de près de 3 heures qu'ils ont dû travailler. Apprendre les pas, se synchroniser avec les autres et garder le sourire. Quand on est arrivé sur place, on avait une grosse préparation au niveau sport, au niveau élocution. Donc j'ai hâte d'être ce soir en tout cas. On a travaillé déjà depuis 3 mois pour être prêt. Étant donné que Miss France et Miss Martinique du coup, donc ça met beaucoup de pression et le peuple attend de le doubler. Donc j'espère pouvoir le mettre en œuvre. Les tableaux vont se succéder jusqu'au moment fatidique des discours. C'est une opportunité unique pour moi d'être face à vous ce soir pour défendre la cause de la lutte contre la drogue et les addictions. Pour Mister Tahiti, c'est la lutte contre le cancer, une cause très personnelle. J'ai perdu mon papa durant mon aventure de Mister Tahiti, de cette maladie. C'est une épreuve très difficile, mais je sais que de là-haut où il veille sur moi. Carl aura touché le cœur des juges et devient le deuxième dauphin. Oui, félicitations! C'est une immense fierté d'avoir pu ramener déjà ce titre pour notre Fénois, pour la Polynésie. J'ai travaillé très dur pendant cette semaine quand même, mais je pense que mon papa était là aussi ce soir pour m'emmener le plus loin possible. C'est le candidat Rhône-Alpes qui devient Mister France. Pour Carl, une année chargée l'attend aussi entre l'Hexagone et la Polynésie. C'est la tradition du dimanche, votre Fénois d'avant. Et ce soir, le reportage est complètement de circonstance puisqu'on va parler des célébrations du Nouvel An chinois, année du Serpent d'Or. C'était en 2001, il y a 24 ans. Reportage signé Laïte Maori. On dit que cette année est une année très favorable à l'industrie et au commerce. Et c'est une bonne année pour tous ceux qui aiment l'art, parce que le serpent est artistique. Donc pour la musique, pour le théâtre, tout est bon. Et on dit même que c'est une année favorable aux fréquentations amoureuses et aux scandales de toutes sortes. Et les commerçants du centre-ville l'ont bien compris. Ils ont fait appel aux divinités du lion pour qu'elles leur apportent chance, santé, bonheur et richesse. Grâce à sa danse, tous les mauvais esprits sont chassés. Et pour que cela dure, plusieurs symboles ont été placés à l'entrée des magasins.
Une branche de mandarine pour la chance, des poireaux pour que les comptes soient positifs, des pamplemousses verts synonymes de longévité, enfin du rouge, couleur du bonheur, sans oublier la petite enveloppe symbolique de remerciement du lion. Un rituel suivi à la lettre depuis 10 ans par Christian. J'ai remarqué que ça avance quoi. Et pour cette année, vous avez demandé quelque chose de spécial? Non, pas spécialement, parce que je suis né d'un signe qui ne correspond pas tellement à l'année du serpent. Il y a de bonnes associations entre le serpent et le buffle, le coq et le dragon. Le serpent tolérera les autres signes, mais ne s'entendra ni avec le tigre qui lui est supérieur, ni avec le cochon. 6 janvier, c'est la mise au point du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, qui dénonce les opérations d'ingérence et de déstabilisation de l'Azerbaïdjan dans les territoires ultramarins. L'intégrité de la France est selon lui attaquée. Manuel Valls qui appelle à refuser toute complaisance avec le régime de Bakou. Message indirect notamment au Tavini Huiratira qui a pris part au groupe d'initiative de Bakou et aussi au congrès des dernières colonies françaises qui s'est tenu en Calédonie cette semaine. À la une de Tahiti Info, demain, lundi, la Chambre territoriale des comptes veut s'assurer du bon emploi de l'argent public. Voilà la une donc qui s'affiche à l'instant. Retour de l'invité café demain matin en radio chez Yen Duversin, psychologue de La Page, sera l'invité de Corinne Tehitia. Elle viendra parler des victimes de violences conjugales au Fénois et d'un groupe de parole mis en place par l'Association polyvalente d'action judiciaire 2 fois par semaine. Dans votre petit écran, après ce journal, l'excellent film Les choses simples, avec notamment Lambert Wilson et Grégory Gadebois. À partir de 21h10, le documentaire L'épreuve d'une vie, Michel Catalano face au Kouachi. Michel Catalano, c'est ce directeur d'imprimerie qui a survécu aux frères Kouachi lors des attaques terroristes de 2015. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée et une très belle semaine. Je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet